Bon, j'aimerais inviter les panélistes à venir à monter sur la scène. Ce panel, avec tous les autres, sera structuré de la même manière. Après, une fois que tous les panélistes auront été présentés, ils vont parler tour à tour et nous garderons la discussion et les questions pour la fin. À mesure que les panélistes se rendent sur l'estrade, je vais commencer à vous les présenter. D'abord, du Centre de génomique et politique, est aussi professeur agrégé au département de génétique humaine et à l'unité de bioéthique de la faculté de médecine de l'Université McGill. Chercheur associé au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal et avocat émérite du barreau du Québec, il œuvre aussi comme consultant juridique et éthique dans le secteur privé. Il a siégé au sein de plusieurs comités d'éthique, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il a reçu le mérite Innovation du barreau du Québec en reconnaissance de ses travaux sur le droit à la vie privée dans le domaine biomédical. Il présentera son projet de recherche, un cadre de principes directeurs pour l'analyse des données génomiques dans un contexte d'informatique en nuage. Dr. Kelly Grindrod is an assistant professor. Le docteur Kelly Grindrod, sa recherche inclut des nouvelles façons d'amener par le biais de l'information dans la biotechnologie. Alors, le Dr. Grindrod a terminé son diplôme en pharmacologie à l'Université d'Alberta, résidence. Alors, elle a eu un PharmD, diplôme maîtrise en sciences et une bourse postdoctorale à l'Université de Colombie-Britannique. Elle va nous parler de son projet subventionné par l'OPC, la fiabilité des options de sécurité pour les applications de santé mobile pour les adultes plus âgés ayant des maladies chroniques. Amy Conroy, étudiante en doctorat à l'Université d'Ottawa, a terminé des études de 3e et 4e cycle. Sa recherche doctorale porte sur la recherche familiale d'ADN dans le contexte criminel du point de vue de la race critique. Sa thèse examine les questions d'égalité en particulier, incluant les répercussions potentielles aux droits de protection des renseignements personnels et à la vie, liberté et protection de la personne. Amy nous parlera de l'ADN muet, les données muettes d'ADN. Derek Jones est un avocat de la santé, conférencier et boursier, diplômé de Harvard et Yale. Il travaille sur l'interface des droits de la personne et sciences de la santé et l'éthique à McGill. Il est membre du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique. Il a aussi donné des cours sur la bioéthique de la santé, le droit du sida, l'éthique des soins infirmiers et autres. Il a aussi collaboré comme conseiller principal auprès de l'université. Justice Canada, Health Canada, the Canadian Institutes of Health Research, the Law Reform Commission of Canada, and UNESCO. He was founding. Il était directeur fondateur de panel interconsultatif sur l'éthique de recherche qui a mené un rôle directeur pour le comportement éthique et sur la recherche touchant les humains. Colleen Shepherd, du Center for Human Rights and Legal Pluralism et professeure à la faculté de droit à l'Université McGill. Elle est titulaire d'un baccalauréat et une licence en droit de l'Université de Toronto, ainsi que d'une maîtrise en droit de l'Université Harvard. Elle a été auxiliaire juridique pour le juge en chef Dixon à la Cour suprême du Canada. Son enseignement et ses recherches portent sur les droits de la personne, l'égalité des droits, l'équité en matière d'emploi, le droit constitutionnel comparé et la théorie juridique féministe. Outre son engagement et ses recherches, elle a participé activement à des travaux d'intérêt public.
Elle a été commissaire à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec de 1991 jusqu'à 1996 et a agi à titre d'expert conseil auprès du ministre fédéral de la Justice, de l'Institut national de la magistrature et de la Commission canadienne des droits de la personne, de l'Association des métiers autochtones de l'Ontario et de l'Organisation mondiale du travail. Derek Jones and Colleen Shepherd will discuss their project. Jones et Colleen Shepherd nous parleront de leur projet. We'll get started. Good morning. It's my great... Bonjour, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui à ce symposium. Je voudrais commencer par remercier Madeleine pour son initiative et son leadership dans l'organisation de cet extraordinaire symposium. J'ai eu le plaisir de travailler avec Madeleine pendant plusieurs années à l'Université de Montréal il y a assez longtemps. Et c'est extraordinaire de voir à quel point elle s'est développée dans son nouveau poste à l'Université d'Ottawa. Je voulais aussi reconnaître le travail d'Adrienne Turlogat pour m'avoir aidé à monter cette présentation. Alors, je vais parler d'un projet qui s'appelle Protéger le renseignement personnel pour la recherche des données, l'analyse de données génomiques dans un contexte d'informatique en nuage. C'était le résultat d'un concours financé par le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée. Le but du projet était d'identifier des éléments de base pour un cadre de gouvernance optimal pour l'entreposage et le partage d'informations génomiques dans le contexte d'informatique en nuage. Je vais d'abord vous expliquer comment on en est arrivé à penser au partage de l'information génomique dans le nuage, quelles sont les questions que ça soulève. Et ensuite, je vais discuter un peu de l'analyse qu'on a menée. Le projet est encore court. Ce qui va soulever d'autres questions que de réponses. J'espère que je saurai vous intéresser sur le sujet, la méthode que nous utilisons et vous donner quelques idées d'où ça s'en va. Alors, pourquoi la recherche génomique est-elle en train de prendre tellement d'ampleur et pourquoi est-ce que ça polarise l'attention des spécialistes de la santé depuis quelques années? Pourquoi s'en va-t-on vers les grandes données? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que le modèle traditionnel de recherche et développement pharmaceutique est devenu trop onéreux et trop peu novateur pour être la voie pour les nouveaux produits. Il en coûte de plus en plus aux compagnies pharmaceutiques pour produire de moins en moins. Alors, c'est vrai qu'ils font quand même pas mal ils ont une marge de profit assez solide, mais on voit trop peu de produits novateurs sur le marché ces jours-ci. Et des nouveaux types de recherche sont nécessaires. Et la génomique offre des solutions de recherche intéressantes pour produire de nouveaux essais. On parle de tests prédictifs, de tests diagnostiques, des essais diagnostiques, et ça peut aussi permettre d'offrir des solutions pour créer de nouveaux remèdes, pour trouver des nouveaux usages pour d'anciens remèdes, d'anciens médicaments, ou encore pour découvrir de meilleurs dosages en fonction du profil de chaque personne. Alors voilà la promesse de la recherche en génomique. Et il y a aussi un consensus croissant dans la communauté voulant que si l'on combine et qu'on partage les données génomiques et d'autres types d'ensembles de données médicales, ça devrait produire des statistiques suffisantes pour accélérer la découverte et traduire les conclusions en pratiques médicales et cliniques. Alors, tout particulièrement pour le genre de recherche qu'on entreprend maintenant en recherche génétique, nous avons besoin de grands groupes populationnels et nous voulons avoir le plus de participants de recherche que possible dans les grandes régions géographiques, afin d'avoir des gens qui viennent de groupes populationnels différents pour avoir des génotypes rares. Si on veut faire de la recherche sur, par exemple, les maladies orphelines, voici le principe de base qui explique pourquoi on veut entreprendre la recherche sur la génomique et pourquoi on veut la génomique des grandes données. Et on peut aussi remettre en question certaines de ces prémices. Par exemple, il est vrai que l'impact clinique de la recherche génétique est encore modeste à ce jour. Bien que les choses semblent s'améliorer, depuis quelques années, on a vu plus de recherche translationnelle
On a vu quelques remèdes personnalisés. Alors, les choses, ça semble s'améliorer, mais on peut se demander si on a les bonnes priorités en investissant tant d'argent dans la recherche biotechnologique. Le partage de données aussi a ses détracteurs. Est-ce vraiment la bonne façon d'effectuer la recherche et de partager de grandes quantités de données par le biais de l'Internet, par exemple? Ça soulève des questions méthodologiques. Et la façon de partager ces informations, partage-t-on ces informations de la bonne façon? Il y a également des questions qui se posent pour le contenu et la qualité des données que nous communiquons. Nous nous empressons à partager les données, mais est-ce que la qualité des données est à la hauteur? Pour ce qui est des philosophies sous-jacentes en ce qu'on le fait en solidarité, est-ce qu'on peut profiter du partage de grandes données? Ce sont des questions valables qui doivent être posées. Je ne veux pas les rejeter, bien entendu, mais le principe de base est que la recherche génomique est une possibilité pour nous pour faire progresser la médecine. Et le partage de grandes données est une des meilleures façons pour le faire. Alors, pourquoi veut-on donc passer en nuage? Alors, le coût de séquençage baisse très rapidement. Autrefois, on pouvait séquencer plusieurs gènes. Ça prendrait quelques jours. Ça serait très cher. On obtiendrait très peu de données. Ça coûterait très cher. Et prendrait beaucoup de temps. On peut effectuer des séquençages de beaucoup de gènes. Ça prend moins de temps et c'est beaucoup moins dispendieux. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de données génétiques disponibles. On parle de 100 gigaoctets de données pour un séquençage humain. Et quand on parle des projets incluant des milliers de génomes, on parle de tétraoctets de données. Qu'est-ce que ça signifie pour le chercheur? Je peux vous donner un exemple très concret. Un des consortiums de recherche les plus importants porte le titre de International Genomic Cancer Consortium, qui regroupe des membres de plus de 15 pays qui travaillent dans le cadre de plus de 70 projets de recherche. Ils ont des données de plusieurs milliers de génomes des patients souffrant du cancer. Donc, pour analyser ces données par les moyens traditionnels, c'est-à-dire par le biais de son serveur local, ça prendrait des années, en fait. Alors, le nuage est la seule solution si on veut vraiment effectuer cette recherche à grande échelle. Il n'y a pas d'autres possibilités qui s'offrent à nous à l'heure actuelle. Alors, on doit décider qu'on ne veut pas le faire. Ou sinon, si nous voulons le faire, il faut donc passer à l'ère des nuages. Alors, l'info nuageatique, quels sont les avantages? Ça nous donne la possibilité de stocker les informations sur le séquençage des gènes. Ça nous permet de faire une analyse virtuelle. Je n'aime pas forcément les définitions, mais l'info l'informatique en nuage est donc le thème de cette conférence. J'aimerais vous donner donc la définition. La définition comme étant la suivante. C'est un modèle qui permet un accès sur demande à un bassin d'informations qui peuvent être stocké avec très peu d'interaction avec le fournisseur de services. Qu'est-ce que ça veut dire en somme? Et si on pose la question aux néophytes, à la population générale, qu'est-ce que c'est pour vous quand on dit qu'on va mettre les données en nuage? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va louer de l'espace d'une compagnie et cet espace pourrait se trouver n'importe où dans le monde. La compagnie peut avoir son siège social aux États-Unis, par exemple, mais il y aura de l'espace de serveurs partout et on peut transférer les données d'un endroit à un autre pour qu'on peut trouver un endroit idéal pour vous. Et on peut analyser les données à distance. Et l'idée, c'est que
avec plus d'espace et avec plus de capacité informatique, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus rapidement et à distance. Eh bien, alors ça, c'est tiré d'un document que j'ai publié l'année dernière. C'est une comparaison graphique ou schématique plutôt, de l'ancien modèle pour l'analyse des données génétiques et on le compare avec le nouveau modèle en nuage. Alors, l'informatique en nuage a l'air d'être très intéressant pour les chercheurs. Mais il y a plusieurs questions qui se posent pour les avocats et pour les experts en déontologie. Alors, tout d'abord, le lieu de stockage des données est transféré d'un endroit à un autre par ces grandes compagnies. Ça veut dire que le régime juridique qui s'applique aux données peut évoluer également. Il s'agit de savoir qui est responsable des données. Et s'il y a une violation de la confidentialité, alors qui en est responsable? Est-ce que ça devrait être... Si le fournisseur de services fait faillite, par exemple, Google, ce n'est pas probable aujourd'hui, mais les choses peuvent évoluer. Et si Google décide de ne plus faire affaire avec moi, qu'est-ce qui va en arriver à mes données? Est-ce que je peux les récupérer? Est-ce que je vais disposer dans une certaine période pour les récupérer? Est-ce qu'on les supprime du serveur? Il y a toutes sortes de questions de ce genre qui se posent. Alors, des questions qui se posent dans le domaine de l'informatique en nuage. L'objectif de notre projet est donc de définir le cadre de gouvernance au Canada. Et là, je parle des politiques et des lois qui s'appliquent actuellement à l'informatique en nuage. Ensuite, on va comparer ce cadre juridique avec le cadre juridique qui s'applique aux États-Unis et dans l'Union européenne. Et une fois qu'on l'aura fait, enfin, on va analyser les politiques en matière de protection de la vie privée et les modalités de service de 6 compagnies d'informatique en nuage. De ces compagnies, il y a Google, Amazon, BioNimbus, etc. Donc, il y a plusieurs... il y a plusieurs fournisseurs. Il y a Daily Nexus, Cloud Signa. Il y a également Rackforce Network. Ce sont des compagnies que nous avons choisies. Et bien, en somme, on veut voir... Alors, les modalités de service sont un peu l'équivalent des contrats. Est-ce que ces contrats offrent une protection additionnelle par rapport à la loi? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est insuffisant? Où se trouvent les lacunes? Comment est-ce qu'on peut combler ces lacunes? Et comment est-ce qu'on peut élaborer notre propre cadre canadien qui va aider, contribuer donc à la progression de la recherche? Si on étudie le cadre juridique qu'on a choisi qu'on a choisi à analyser, alors la démarche canadienne en matière de la protection de la vie privée, la personne responsable des données qui fait la collecte des données, qui entrepose les données et le fournisseur de services d'informatique en nuage. Alors, eux, ils vont être responsables des effets, en fait, du transfert des données de part et d'autre des frontières. En Europe, il y a un autre modèle qui s'applique. En Europe, il y a un modèle dit adequacy. C'est donc une démarche qui exige que la protection offerte soit adéquate avant de partager les informations avec vous. Et bien entendu, ces décisions sont assez controversées. Le cadre juridique canadien est certainement adéquat, mais le cadre québécois a été jugé ne pas être adéquate. Ça fait poser beaucoup de questions.
Et en même temps, il faut comprendre que la protection des données est un droit dans le cadre de la Charte de l'Union européenne. Alors, ça veut dire que le régime est très différent du régime ici au Canada. Aux États-Unis, il y a une autre approche, il y a une approche sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a des protections précises propres aux données. Et ils ont également une démarche très complexe pour ce qui est de l'informatique en nuage. Le NIH a commencé à étudier la question et jusqu'à maintenant, une seule compagnie aux États-Unis a su offrir des services d'informatique en nuage qui se conforment aux exigences du National Institute of Health aux États-Unis, c'est Bionimbus. Alors, si on regarde les trois régimes juridiques, il y a des questions très intéressantes qui sont soulevées et on est en train d'analyser les données à l'heure actuelle. Je vais sauter ces diapositives parce que je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais parler de nos constats pour ce qui est des modalités de services offerts par les fournisseurs d'informatique en nuage. Alors, la définition des informations personnelles diffère d'un contrat à un autre. Les compagnies définissaient cela de façon très circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit des informations personnelles et les informations personnelles portent sur une personne donnée. Ça n'en dit pas grand-chose. Alors, c'est axé sur les lois. Ça veut dire que ça respecte les lois où se trouve la compagnie. Et des fois, il y a des définitions propres qui portent précisément sur le plan génétique. Les informations génomiques, par exemple, qui pourraient raisonnablement identifier une personne donnée. Alors, ce qui nous intéresse également, c'est que si on regarde les grandes compagnies d'informatique en nuage, la plupart de ces compagnies ont élaboré leur politique en fonction des données financières. Quand on regarde ces contrats, eh bien, les contrats qu'ils utilisent maintenant, ils se concentrent sur les données, sur la santé. Ils offrent leurs services dans ce domaine-là, mais ces contrats sont vraiment conçus pour les données financières. Il y a des limites très larges, il y a des clauses très larges et une responsabilité très large qui pose problème pour les chercheurs en matière de santé. Alors, tous ces fournisseurs fonctionnent selon le principe qu'ils peuvent transférer les données stockées d'un pays à un autre où ils ont de l'espace pour les stocker. Ils ne sont même pas obligés de vous le signaler. Bien entendu, vous avez un droit limité pour choisir le lieu de stockage permanent, c'est-à-dire là où on va stocker les informations par défaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un transfert à un autre moment, mais c'est vraiment le lieu où on devrait stocker ces informations. Alors, quels sont les constats que j'aimerais évoquer aujourd'hui? Alors, on analyse ces constats dans le cadre de ce projet. Premièrement, les lois et politiques canadiennes sont-elles adéquates pour assurer une bonne pratique de la recherche génomique en se servant de l'informatique en nuage? Avons-nous besoin de négocier des modalités de service avec les grandes sociétés qui seraient plus précisément adaptées à des données de santé? On parle de Google et de Amazon également. Ce sont des géants, les géants, des compagnies géantes. Est-ce que la collectivité de recherche en santé, ou est-ce que les modalités actuelles sont-elles adéquates pour assurer la confidentialité des données? Et sinon, comment est-ce qu'on peut négocier de meilleures modalités? Et en dernier lieu, et c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup, quel type d'informations faudrait-il donner aux participants
quant au transfert possible des informations cliniques et génétiques. La plupart des gens au Canada n'ont aucune idée de ce que ça veut dire entreposer ces données en nuage. Et quand on voit les formulaires de consentement qui sont signés par les gens, alors la plupart de ces formulaires ont été conçus à un moment où l'informatique en nuage n'était pas une possibilité. On ne leur a pas dit en fait que ces données seraient stockées en nuage. Peut-être il faudrait aller chercher ou demander à ces centaines de milliers de participants à redonner ou donner un nouveau consentement, et ça coûterait très cher, n'est-ce pas? Même juste pour leur informer que leurs données seront stockées en nuage, eh bien, est-ce quelque chose qu'on devrait faire? Y a-t-il d'autres possibilités, des possibilités plus efficaces et assez, donc suffisant pour informer les gens de ce qui se passe? Il y a un autre phénomène, et ça c'est causé par les écarts entre les règlements dans les pays différents. On commence à voir la création de silos de données régionaux. Tout le monde veut partager les données, n'est-ce pas? Mais tout le monde veut partager les données pourvu que les conditions qui s'appliquent dans leur région, leur pays, continuent à s'appliquer. Donc, ça rend la tâche de partager les données de façon efficace plus difficile. Comment est-ce qu'on peut ouvrir, démanteler ces silos? Et quel est le niveau d'harmonisation juridique qui serait possible à l'échelle internationale? C'est une des dernières questions qu'on va aborder dans le cadre de ce projet. Et j'aimerais vous remercier et j'aimerais également reconnaître tous les membres de l'équipe de recherche qui sont mentionnés à l'écran: Edward Dove, Mark Phillips, Howard Stinkovitz, Lincoln Stein et Bartha Knoppers. My name is Kelly Grindrod. I'm a pharmacist. I'm not a privacy person. I'm a privacy person, I guess, by accident. Because part of being... Je suis spécialiste des questions de vie privée par accident. Je suis pharmacienne et je dois m'occuper de cela. Et dans le contexte de ma recherche à l'Université de Waterloo, un des sujets qui m'a frappé, c'était que j'étais pharmacienne et je m'occupais de mes patients. Et lors de conférences, on m'a demandé, mais quelles sont les lacunes, qu'est-ce que l'on doit faire pour les malades? Et je réponds, ben, je n'en sais rien parce que ce que je vois dans la loi ne reflète pas les besoins des malades qui se présentent devant moi. Les malades sont un groupe bien particulier. Ce sont des gens qui ont des besoins spéciaux. La technologie avance à pas de géant et c'est dans le secteur de la santé mentale que la technologie avance sans tenir compte des gens qui sont touchés par elle. Si vous regardez les commentaires et les références, vous ne devriez pas hésiter à aller chercher ces renseignements sur le net. Les renseignements, donc, sont privés. Ils doivent être protégés. Mais pour une personne malade, l'accès ou l'accessibilité est aussi important que la sécurité. Nous devons vous permettre d'accéder à ces renseignements. La santé, c'est différent des autres industries. La santé, c'est quelque chose de privé. Dans le secteur de l'économie, par exemple, il y a toutes sortes de choses, mais dans le secteur de la santé, il n'y a rien. Il faut se rendre compte que l'information est privée. On n'indique pas les renseignements sur la formule d'impôt sur le revenu. Nous ne partageons pas ces renseignements qui sont délicats. Mais dans le secteur de la santé, la sécurité peut s'opposer aux besoins de protection de la vie privée. On trouve toutes sortes de circuits qui permettent de contourner les problèmes. On laisse la clé dans la porte, mais il n'y a pas de poignée pour ouvrir la porte. Je pense à un médecin qui se trouve dans une salle d'urgence, qui a à sa disposition des mots de passe
Et le ministère a décidé que le mot de passe va être changé à toutes les 2 semaines. On ne peut pas utiliser le mot de passe plus de 10 fois. C'est ridicule. Vous avez une salle d'urgence, un urgentiste, et si quelqu'un a besoin de renseignements tout de suite, c'est cet urgentiste. On a donc inscrit le mot de passe et on l'a collé sur l'ordinateur. Alors, si on veut assurer la sécurité, il faut que les renseignements soient disponibles pour les usagers. Mais cela veut dire que les gens que nous voulons protéger sont des malades. Nous concevons des modèles pour des gens qui ne sont pas à leur meilleur. Et si vous optez pour la santé mentale, vous concevez des programmes à l'intention de personnes qui sont en situation de crise. Vous essayez d'aider des renseignements pour aider des gens qui souffrent, par exemple, d'une crise cardiaque. Il n'est pas possible pour l'urgentiste d'aller consulter son courriel. Alors, il est important de déterminer qui a besoin de ces renseignements. Il faut que ces renseignements soient disponibles rapidement et qu'ils s'appliquent aux personnes handicapées. Ce que nous avons donc, c'est un équilibre délicat à maintenir. D'une part, nous avons l'accès rapide en cas d'urgence. Les renseignements doivent être excellents et rapides. D'autre part, il faut protéger la sécurité. Le problème, c'est qu'on protège les données en les rendant difficiles d'accès. Alors, il y a donc un écart. La santé mentale est une grande industrie au Canada. La mobilité de la santé est essentielle. Au Canada, vous avez 43 000 applications qui s'appliquent à la santé et à l'état physique des Canadiens. Vous avez 16 000 applications qui s'appliquent aux soins de santé destinés aux consommateurs. Vous avez, par exemple, une application sur la grossesse. Si vous n'avez pas dit à votre partenaire ou à vos parents que vous êtes enceinte, cela ne vous aide pas beaucoup. Alors, vous avez donc 2000 de ces applications qui recueillent des données au sujet des gens. Si votre employeur ne sait pas que vous avez le diabète, ça va être compliqué. Si votre taux de sucre est peu élevé et si quelqu'un doit donner des renseignements à votre société d'assurance, c'est une question personnelle. Voyez des renseignements personnels qui s'appliquent à des inflammations ou à l'arthrite. Les gens risquent de perdre leur emploi si on sait qu'ils ont du cancer. Des employeurs vont congédier des gens qui risquent d'être touchés par la chimiothérapie. Heureusement, une malade qui a été touchée par cela était mariée à un avocat qui a poursuivi. Il faut se rappeler qu'avec les années, il y a des changements physiques qui apparaissent. Il y a des problèmes de connaissance, il y a des maladies également qui vont entraîner des tremblements, dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple. Nous avons également différentes capacités qui sous-tendent tous ces états de santé. Alors, il va falloir changer de vitesse et se demander comment protéger tous ces renseignements. Vous avez un excellent document préparé par Microsoft et par des universités au sujet de la recherche. Et ceci nous assure que la meilleure façon de protéger ces renseignements, c'est d'utiliser des mots de passe. Mais ce sont des choses qui ne concernent pas les pharmaciens. Au lieu d'imposer cette responsabilité au système, on confie cette responsabilité à l'utilisateur. Il y a donc quelqu'un qui aurait, par exemple, un moyen de reconnaissance faciale. Il y a différents codes. Nous voulons
avoir une empreinte digitale et un mot de passe. Quelles sont les solutions? Vous avez un mot de passe simple, ce que vous utilisez lorsque ce n'est pas important. Vous pouvez aller chercher mon NIP si vous le voulez. Dans certains cas, j'utilise un mot de passe très simple. Henry, Jane, Sunshine, c'est rapide, c'est facile à se rappeler. Maintenant, il y a également des mots de passe qui sont affichés sur l'Internet. Le mot de passe password est un mot qui est très facile à se rappeler. Il s'agit donc de mots de passe qui ne sont pas importants. Mais si vous avez un mot de passe protégé, par définition, il s'agit d'un mot composé de 7 caractères. Il est difficile de se le rappeler, c'est difficile à deviner, mais souvent on s'en sert. $, vous allez pouvoir récupérer ce mot de passe. Dans certains cas, on écrit ces mots de passe. Si c'est peu facile à utiliser, cela assure une sécurité plus élevée. Un des arguments que l'on présente, c'est que si vous avez un NIP de 6 chiffres ou de 6 caractères, vous devez aller beaucoup plus loin pour obtenir des avantages supplémentaires. Cela ne vous donne pas tellement d'avantages. Mais maintenant, nous avons autre chose, des outils de plus. On peut dessiner un modèle. Il y a également une photo qui peut être utilisée. Vous avez un tableau de 9.9. Lorsque vous avez cela, vous avez un différent type de mémoire qui s'applique. C'est plus rapide, ça peut poser plus de problèmes d'erreur, mais c'est plus facile d'accès. Il y a également des problèmes qui peuvent se poser lorsque l'image est brouillée, mais assez souvent, on constate que ce document est plus facilement utile. Enfin, vous avez la biométrique. C'est la technologie de demain. Cela semble être toujours sur le point d'aboutir, mais ce n'est jamais terminé. Des algorithmes, des empreintes digitales dans le secteur de la santé, là où il y a des problèmes de connaissance, ça devient plus complexe. Mais nous essayons de déterminer dans quelle mesure cela peut être utile. Nous avons maintenant une autre ligne de défense dans le cas des appareils mobiles. Il faut d'abord que l'utilisateur sécurise son appareil. La plupart des utilisateurs n'adoptent pas de mesures de sécurité dans le cas des appareils téléphoniques intelligents. Il y a également des applications qui s'appliquent aux pilules. Si vous me montrez la liste de médicaments que vous utilisez, je peux recouper toutes sortes de renseignements. Je peux même m'adresser à un moteur de recherche de Google pour obtenir l'information nécessaire. Alors, vous avez une application qui permet d'énumérer tous les médicaments dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, nous pouvons offrir à l'utilisateur une possibilité de mot de passe. Mais les 2 tiers des utilisateurs n'ont pas voulu en profiter. Ceci nous a étonnés. Nous sommes peut-être les seuls à avoir examiné cette question, mais Caraz a examiné cela également en 2012. Et ils ont constaté que le tiers des gens n'utilisez pas cette solution. L'avenir est tout proche, mais il n'est pas assez répandu.
C'est parfaitement vrai. Dans le cas de la biométrique, cela reste la technologie de demain, quelque chose qui est toujours sur le point d'aboutir. Mais pour moi, en tant que pharmacienne, j'ai eu à travailler avec des experts du secteur de la sécurité, des gens qui parlent une langue que je ne parle pas. Ces gens-là ne s'occupent pas de santé, ils ne s'occupent pas nécessairement de sécurité non plus. L'année prochaine, nous allons nous intéresser à ce problème de recherche. Quelles seraient les stratégies les plus fiables pour authentifier les applications qui s'appliquent à des adultes plus âgés qui souffrent de maladies chroniques? Mais je pense qu'on trouvera des solutions préférables pour les années à venir. Je vous laisserai sur les considérations suivantes. La santé mobile est très importante, mais c'est aussi important. Donc, l'accessibilité est aussi importante que la sécurité dans ce domaine. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'accueillir. Je veux remercier Madeleine. J'ai beaucoup travaillé à ce symposium. Je suis ici pour vous parler des données génétiques muettes et de l'avenir de la Banque de données du Canada. Je tiens à vous dire que la Banque d'ADN du Canada était fondée sur le principe qu'une part des données génétiques qui sont analysées dans le contexte du droit pénal, par exemple des données secrètes du secteur médical, ne pourraient pas être extraites des profils qui sont ajoutés à la Banque nationale de données. Mais ceci est maintenant contesté parce qu'il devient évident qu'avec de petites portions d'ADN qui sont analysées à des fins pénales, il peut y avoir d'autres renseignements, d'autres analyses qui peuvent s'appliquer aux portions du code génétique qui est examiné. Ceci nous amène à des répercussions très intéressantes. Nous pouvons nous demander comment gérer l'avenir de ces solutions. Alors, pour en arriver à ce stade, je vais regarder très rapidement comment l'information génétique est utilisée dans le contexte pénal et aussi expliquer un peu plus ce que j'entends par ADN muet. Alors, je vais vous parler aussi des limites de ce qui se fait dans l'information qui est entreposée, l'information génétique entreposée donc dans la base de données génétiques d'ADN, que j'appellerai banque ADN. Ensuite, je vous parlerai des nouveaux usages de ce qu'on appelle l'ADN muet, c'est-à-dire pour souligner un peu les façons dont il faut percevoir à l'avenir, percevoir l'avenir de la banque d'ADN et ce qu'il faudrait faire avec l'information qui est recueillie, entreposée dans ce contexte. L'ADN, dont vous connaissez le nom au complet, est une substance qui existe chez nous tous, dans tous nos corps, qui est très utile pour des fins médicales. Donc, on le décrit comme étant la séquence, la carte géographique de vos gènes, de votre génétique. Et dans le contexte médical, c'est très utile. Ça en dit très long sur votre propension à différents états de santé, différentes conditions. Ça vous en dit beaucoup sur la santé médicale. Ça donne aussi beaucoup d'autres informations qui pourraient peut-être vous donner des indices sur l'avenir de votre progéniture, de vos ancêtres, etc. Dans le contexte pénal, l'ADN est utile surtout parce qu'il permet d'identifier une personne. Si la personne a laissé, évidemment, un peu de matériel génétique. Et le potentiel d'identification de l'ADN a été découvert en 1984 par Sir Alex Jeffreys au Royaume-Uni. Il a découvert que la façon dont l'ADN est hérité, à cause de cela, donc, chaque personne a un code génétique à soi. Et ce code génétique peut être dérivé d'un petit peu de matériel génétique, ce qu'on laisse derrière soi tous les jours, que nous allons certainement laisser ici dans cette pièce en partant. C'est pour cela que les scènes d'un crime sont remplies de cellules, de peau, de sang, de cheveux, etc. Chacun d'entre nous a un code génétique unique qui peut être dérivé et créer un profil qu'on peut examiner à l'aide d'un peu de matériel génétique. La seule exception sont des jumeaux identiques. Et encore ça, c'est remis en question. Je n'entrerai pas dans le détail maintenant.
Mais la façon dont vous avez hérité de votre ADN de vos parents génétiques vous donne ce code unique qui peut être retracé spécifiquement à vous. Et je suis désolée s'il y a des scientifiques dans la salle parce que je trouve que la génétique de base est fascinante. Et je ne vous donnerai qu'un peu d'informations préliminaires. Vous êtes certainement habitué à voir le code génétique représenté par cette double hélice. Alors, dans cette structure, on voit aussi un ensemble de nucléotypes qui sont représentés par les lettres GATC. Ce qui me fascine, c'est que nous avons chacun un code génétique particulier qui est composé de ces 4 lettres, GATC, dans des combinaisons différentes. Et cette combinaison a été héritée dans une proportion de 50-50 de chacun de nos parents biologiques. Et la proportion est exacte. La moitié de votre code génétique vient de votre mère, l'autre moitié vient du père génétique. Et si on regarde de près les différentes parties du génome ou de la séquence génétique, on voit ces 4 lettres et les tendances d'héritage, si vous voulez. Par exemple, on peut voir une partie du code peuvent indiquer les lettres GATA répétées 12 fois. Vous aurez hérité ça, par exemple, de votre père biologique et une autre séquence au même emplacement de votre mère biologique. Alors, dans le contexte pénal, tout ceci est très utile parce que ça permet de dériver le profil du matériel génétique de n'importe quelle partie de votre corps. Et vous pouvez la retrouver sur une autre partie du corps, ça va être exactement le même code. Et on peut le faire à une différence de plusieurs années. Et en théorie, ça devrait être exactement la même séquence génétique qu'on peut utiliser pour vous identifier si vous avez laissé des restes de votre de matériel génétique. De façon générale, dans une scène de crime, on l'a tous vu dans les émissions de télé, dans les films, on va retrouver des restes, par exemple, un peu de sang. Alors, les analystes vont dériver le profil génétique de ce matériel. Et s'il y a un suspect, on peut... si c'était un appariement exact sur 13 points, on peut en conclure que le matériel vient de cette personne. Alors, les points pour en arriver à ce qu'est l'ADN muet, c'est qu'il suffit de regarder seulement 13 emplacements. Ce ne sont pas toutes les sphères de compétences qui regardent les mêmes endroits. Mais ces 13 endroits, ces 13 points, si on regarde seulement ces endroits, on peut déterminer si le matériel génétique vient de la même personne. On n'a pas besoin d'examiner le code dans sa totalité. Pour les fins de ce genre d'appariement dans le contexte pénal, à peine 13 points de base dans le profil génétique ont été choisis. Ils sont dérivés des tissus sur la scène du crime, des tissus obtenus des personnes identifiées, et on peut les comparer donc pour déterminer si les tissus découverts sur une scène de crime appartiennent à une personne donnée. Ces 13 points ont été considérés comme l'ADN muet, c'est-à-dire l'idée était que ce processus allait être facilité, processus d'identification allait être facilité, mais ça n'allait pas dévoiler d'informations médicales et d'autres types d'informations, de renseignements dont on n'a pas besoin pour l'identification dans le contexte pénal. Le tissu génétique lui-même, et c'est très différent du profil, ça peut vous en dire beaucoup plus. Lorsque la banque de données génétiques d'ADN génétique du Canada a été créée, il y avait toutes sortes de considérations. Le commissaire à la protection des renseignements personnels a été impliqué. Il y a eu une période de consultation pour déterminer dans quelle mesure on voulait avoir une base de données nationale pour les fins pénales. C'est limité. Alors, j'aimerais bien vous expliquer de quelle façon c'est limité, car certaines de ces limitations imposées par la loi sur l'identification de l'ADN ont une grande importance pour ce qui est d'équilibrer les intérêts de la protection des renseignements personnels et les avantages pour permettre de résoudre des crimes dans le domaine pénal. Mais la principale limite, c'est pour les fins d'identification suite à un crime, c'est l'ADN muet. Avec cet ADN muet, il y a 2 usages permissibles de l'information entreposée dans la banque de données. Une des limites dont je voulais vous parler,
c'est l'identification identifiée. L'information identifiée dans la banque de données ne s'applique qu'à des délinquants déjà condamnés. On ne la prend pas pour les personnes arrêtées, on ne le télécharge pas pour les personnes qui sont volontaires ou des gens qui donnent leur ADN pour s'exclure d'une enquête. Avec l'ADN muet, on peut comparer l'indice de la scène du crime qui a l'information d'une base de données anonyme et une autre banque. Si on peut trouver ces informations de base, on a donc des preuves très concrètes qu'une personne donnée était à une scène de crime et là, on aura un suspect. L'autre usage permis, c'est de comparer l'indice anonyme avec l'indice de la scène du crime. Alors, on compare deux échantillons anonymes qui peuvent être utiles pour identifier un délinquant en série ou pour relier deux crimes. Mais à part ça, la loi sur l'identification de l'ADN limite l'utilisation de l'information recueillie pour des fins pénales. Donc, de bien des façons, c'est-à-dire on ne fait pas de recherche pour les fins simplement pour faire de la recherche sur l'information. On ne fait pas de recherche familiale, dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais en fait, avec l'ADN muet, il devient de plus en plus clair qu'on pourrait à l'avenir faire beaucoup plus que simplement comparer et déterminer s'il y a conformité. Alors, on peut utiliser l'information donc dans les profils qui ont été téléchargés pour retirer de l'information qui pourrait être très utile pour les enquêteurs. Mais dans bien des cas, c'est privé. Alors, un exemple, c'est le phénotypage. Alors, il y a beaucoup de recherches sur cette question, savoir si ça peut être fait. Il y a des progrès pour ce qui est de l'échantillonnage génétique. Il y a beaucoup plus d'informations. Mais on fait de la recherche pour déterminer ce qui pourrait être fait pour ce qui est du phénotypage dans les profils de scènes de crime. Le phénotypage, c'est simplement une analyse d'un échantillon, d'un profil pour déterminer les caractéristiques physiques d'une personne. Alors, si on a un échantillon anonyme dans une scène de crime et qu'on peut dériver des caractéristiques physiques de la personne, on pourrait, en théorie, présenter une image du suspect qui serait évidemment très utile pour les enquêteurs pour les enquêteurs qui sont un peu paumés. Et par exemple, certaines des caractéristiques qu'on étudie maintenant, c'est la couleur des yeux à l'aide d'un échantillon génétique, le ton de la peau, toutes sortes d'autres exemples. Si votre oreille est attachée ou détachée, les tendances de calvitie, si la personne est susceptible d'avoir des cheveux roux et des taches de rousseur, toutes cette sortes de choses. Alors, il faut voir si à l'avenir, on permettrait que ce genre d'informations soit incluse. L'idée maintenant serait que la loi d'identification par l'ADN ne permet pas le phénotypage parce que la science du phénotypage ne sert en ce moment que lorsqu'on a un échantillon d'ADN génétique. Alors, ça semble avoir entraîné une interdiction implicite du phénotypage. Alors, on ne l'utilise que pour déterminer une correspondance. Et il est possible que ça puisse être fait sur les points qu'on a examinés à partir des profils qui sont téléchargés. Le deuxième exemple, c'est l'analyse médicale. Alors, l'analyse des profils pour déterminer l'information ayant une pertinence médicale, la propension d'une personne vers une condition médicale qui pourrait éventuellement aider les enquêteurs qui n'ont pas d'autres pistes et qui pourraient profiter de cette information au sujet de la possibilité d'un suspect qui pourrait éventuellement avoir une condition médicale. Et là encore, on en est encore à ses premiers balbutiements. Il est peu probable pour l'instant, que l'on puisse utiliser ça. Mais à l'avenir, on peut se demander si on veut élargir la base de données pour inclure ce genre d'analyse pour faciliter le travail des enquêteurs ou si on veut protéger les gens contre les risques à la protection de leur renseignement personnel. Et un exemple dont j'aimerais vous parler de plus près, c'est la recherche familiale. Et je me concentre là-dessus parce qu'il est très évident parce qu'on peut faire des recherches en ce moment dans la base de données telle qu'elle existe.
Alors, j'espère qu'il n'y a pas de concepteur graphique ici. Je ne vous dirai pas combien de temps ça m'a pris pour concevoir cette diapo, mais je voulais avoir une représentation claire de cela. Alors, les recherches familiales, vous vous rappelez quand j'avais parlé de l'héritage de votre information génétique. Vous avez hérité certains éléments communs de GTAC dans votre code génétique qu'on peut examiner pour démontrer votre profil génétique unique. Et comme vous avez hérité de ces caractéristiques ou ce code de vos parents génétiques, si vous êtes l'enfant A, votre profil sera nécessairement très semblable au profil de votre père et de votre mère. Au moins 50%, peut-être plus, parce qu'il y a des caractéristiques qui passent communément dans toute la population et en plus de ce 50% par hasard. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible pour les analyses d'examiner les deux profils, le vôtre et celui de votre mère génétique, et de déterminer avec relative facilité s'il y a un lien génétique entre les deux. À cause de la façon dont les gènes sont transmis dans une famille, l'enfant A et l'enfant B vont avoir des profils très semblables. Et là encore, dans une moindre mesure, mais quand même, il sera possible de regarder les profils de ces deux enfants et déterminer s'il y a une possibilité de relation génétique. Alors, l'information génétique familiale et tout ce que cela concerne, tout ce que cela implique, soulève évidemment des questions de renseignement personnel. Alors, un exemple de ce qu'on peut faire avec l'ADN muet, c'est quelque chose qui pourrait, en théorie, être fait à l'aide des données de la base de données d'ADN canadienne demain matin. C'est facile à faire et beaucoup d'endroits le font. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui se fait communément au Royaume-Uni. Dans beaucoup d'États américains, on permet les recherches familiales dans certaines circonstances et de plus en plus, on le voit sur la scène mondiale. Le Canada ne permet pas la recherche familiale dans la base de données. On interdit de faire toute autre chose qu'utiliser l'information pour les fins de... Pour déterminer si deux échantillons correspondent exactement. Alors, il faudrait faire une modification à notre loi. Et c'est une partie des avantages d'avoir eu le processus de consultation qui a établi la base de données génétique et qui a imposé quelques limites qui équilibrent les considérations de protection des renseignements avec les avantages pour résoudre un problème. Alors, je pense qu'on est en bonne posture, pas seulement au niveau de la recherche familiale, mais aussi pour d'autres exemples, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information. C'est sûr qu'il y a des cas où le phénotypage, l'analyse médicale et la recherche médicale auraient des avantages nets dans le contexte pénal. Ça pourrait permettre de résoudre des crimes. Mais il y a aussi des considérations, il y a des considérations très importantes pour ce qui est de résoudre des crimes. Alors, mais le fait est qu'on n'a pas des cas. On ne peut pas le faire sans modification de la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les données muettes qui ne sont pas si muettes que ça après tout? Alors, je ne cherche pas à trouver des réponses à chacun de ces problèmes, mais je vous présente ça quand même comme étant des preuves que l'ADN muet sera beaucoup plus utile qu'on ne l'aurait pensé au départ. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de questions juridiques importantes à l'horizon à mesure que la science continuera d'évoluer et qu'on découvrira exactement ce qu'on peut faire avec les profils limités que l'on retrouve dans la base de données d'ADN. Alors, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup.